politique. Alors, pardon, sur oui, la représentation politique, vous avez bien dit ça. Alors, est-ce que je conseille quoi que ce soit? Mais jamais de la vie. Attendez, ça va, je suis pas encore passé dans la 4e dimension. Hein. Donc là, si le jour où vous me verrez lancer des appels à ou des conseils à ceci ou des appels à cela, c'est que vraiment ça n'ira plus du tout. Est-ce que je vote? Alors, je vote quand j'ai le sentiment de pouvoir exprimer une différence significative et pas quand je ne le crois pas. Réponse très concrète, j'ai voté au premier tour de la présidentielle, pas au deuxième. Est-ce que la crise est terminale? Alors, qu'est-ce qui m'empêche de penser que la crise soit terminale? Rien a priori. C'est-à-dire, je peux prolonger exactement la réponse que j'ai faite à propos de la base matérielle. Et il y a la base matérielle qui est une affection économique collective. Cette affection est réfractée au travers de notre ingénium politique collectif et il s'ensuit quelque chose, c'est-à-dire une détermination, une décision quant à la situation, quant à ce qu'est la situation. Supportable ou insupportable, finalement, c'est toujours de ça qu'il est question. Hein. À la fin des fins, c'est ça la grande polarité de la politique. C'est supportable ou c'est insupportable. Alors, le supportable est un jugement qui peut porter sur différents objets. Ça peut porter sur cette cohérence de l'accumulation du capital, cette cohérence néolibérale qui nous est insupportable. Nous en changeons, mais nous restons dans le capitalisme. Ou bien, le jugement insupportable peut porter sur le mode de production capitaliste lui-même. La réponse à cette question est indéterminée, car je ne sais pas ce que va faire le corps social. J'ai une petite idée. Je vois déjà avec quelle difficulté il a du mal à produire le choc politique qui permettrait de s'extraire de la configuration néolibérale du capitalisme, quant à sortir du capitalisme tout court. Alors là, et malheureusement, j'en doute. Et pour une raison... alors, il y a différents degrés d'exigence qu'on peut donner à l'idée de sortie du capitalisme. Il y a l'exigence maximale, qui serait dépassement de tous les rapports sociaux constitutifs du capitalisme, à savoir le rapport salarial, le rapport monétaire, le rapport marchand. Et là où ça pêche, à mon avis, où on n'est pas rendu, c'est le rapport marchand. Car l'aliénation par le désir marchand, c'est un truc dont la profondeur ne peut pas être sous-estimée. Et si je vous le dis, c'est parce que je peux la mesurer en moi. Je veux dire, moi j'ai un écran plat à la maison, j'ai un iPhone, j'ai une voiture de la mondialisation, etc., etc. Et je pense que je suis pas tout seul. Ça ne me plaît pas beaucoup de me voir comme ça, mais si je me regarde avec lucidité, c'est ainsi. Et je pense qu'on est nombreux et que pour nous en faire démordre, il va falloir encore du temps. Songez qu'il y a une très grande partie de la population qui n'est pas prête de dépasser le stade de la consommation pour la bonne raison qu'elle y est à peine entrée encore et qui en veut. Et c'est pas la peine de lui faire la morale en lui faisant des sermons sur la vie frugale, la vie austère, etc. C'est pas comme ça qu'ils lâcheront. Hein. Je veux dire, c'est pas à coup de sermons et de moralisation qu'on dépassera l'aliénation marchande, je vous le dis. C'est par un travail autrement plus profond et autrement plus long d'auto-affection du corps social. Le corps social travaillant sur lui-même, éventuellement avec les destructions environnementales, etc. C'est-à-dire, ça va être un très très lent travail des populations sur elles-mêmes pour finir par lâcher ça. Donc, et c'est pas fait, hein, croyez-moi. Alors, il y aurait une forme faible de sortie du capitalisme, ça serait dépassement de ce qui est tout de même son rapport social central, à savoir le rapport salarial. Là, je suis déjà plus optimiste, parce que finalement, on voit bien aussi dans cette crise que ce qui est insupportable, c'est la vie en entreprise, c'est-à-dire l'asservissement aux contraintes de la rentabilité financière, le fait que la vie dans l'entreprise est organisée sous une forme que je n'hésite pas à qualifier de médiévale, puisque dans une société qui se gargarise de l'égalité démocratique, on vit dans l'entreprise sous des rapports d'obéissance et de subordination hiérarchique. Donc là, il y a quelque chose qui pourrait devenir, dans moins longtemps, insupportable et devant être dépassé. Et alors, pourquoi pas, s'il y avait une très grande crise, je veux dire, une crise de l'euro, par exemple, mais vraiment avec des destructions de grande ampleur, alors peut-être que dans l'effet de dynamique, nous pourrions pousser notre avantage et mettre ces questions-là à l'agenda. C'est-à-dire pas seulement un truc de on enlève la règle d'or, on finance le déficit budgétaire comme si, on fait les taux d'intérêt comme ça, etc. Mais des remises en cause, je veux dire, étendre le champ des remises en cause et des remises en question aussi loin que nous pouvons. Peut-être jusqu'à la remise en question du rapport salarial. Ça ne nous ferait pas une sortie complète du capitalisme, ça nous ferait une sortie déjà bien avancée qui commencerait à avoir un petit peu de gueule. Quant à savoir si ça se passera, je ne l'exclus pas, mais je ne peux pas le prophétiser. Et qu'un événement qui n'est ni nécessaire ni impossible, ça s'appelle un événement contingent. Et nous en sommes rendus là. Transition avec ce qui précède. Pour moi, le scénario le plus probable d'advenue du communisme, ça serait une
une expérience gouvernementale social-démocrate qui dégénère. Plus exactement, parce que finalement le mot dégénérer n'est pas le mieux choisi ici, ça serait une expérience gouvernementale social-démocrate qui, comme le patron de Danone à son échelle, se heurterait au mur d'impossibilité dressé devant lui par le capital et qui atteindrait ce point de bifurcation où le choix est laissé entre s'affaler ou approfondir. L'approfondissement ne pouvant consister qu'en une, je le dis au sens figuré du mot, mais ici il faut sous-peser la charge de tragique de l'histoire. Hein. Ce n'est pas des trucs qu'on dit à la légère ou qu'on pense à la légère. Ce point de bifurcation où on ne s'affale pas et on approfondit, c'est le point où on entre en guerre avec les forces du capital. Mais vous savez, à la manière dont ça s'est passé au Chili en 1973, et c'est pas si loin, hein, c'est un cas type, vous voyez, pour moi. Parce que l'expérience chilienne, c'était le pari de la possibilité du socialisme par les voies démocratiques. C'était ça la ligne d'Allende. Ce pari a été perdu. Il a été perdu parce que le capital a fait la guerre à cette expérience. Et je pense que c'est ce qui se passerait. Et le communisme, à mon avis, naîtrait d'une expérience de ce type qui décide de ne pas s'affaler et cette fois-ci d'approfondir sa propre logique et de passer dans une dynamique d'un tout autre type qui est une dynamique de type révolutionnaire. Alors oui, tout ça pour déboucher sur un mode de production entièrement refait qui prendrait le nom de communisme. Alors maintenant je vais dire les choses en termes beaucoup plus simples. NUPS, tout de même, c'est une chance d'arrêter le massacre. Le massacre à l'école, le massacre à l'hôpital, le massacre dans la justice, dans l'université et la recherche, à l'ONF, dans la psychiatrie, ce que vous voulez. Vous pouvez tirer toute la liste des services publics, n'est-ce pas? On a là, je pense spécialement à l'école et à l'hôpital, des institutions qui sont au bord de la ruine, au bord de l'effondrement, avec des usagers et surtout des fonctionnaires qui ont été jetés dans des niveaux de souffrance inouïs. Or, il y a dans le projet de la NUPS un grand nombre de dispositions qui sont tout à fait à portée de réalisation, je veux dire c'est plus que de l'encre sur du papier, et qui tombent sur un tel état de destruction et de souffrance, en pouvant y faire quelque chose, qu'à mon avis, écarter ça d'un revers de main très abstrait, très général et un peu dogmatique de type matérialiste, historique, je vois, canal de fer, je trouve que c'est difficile, et même que c'est pas possible. Alors vous voyez, c'est ça, un nouvel ethos, n'est-ce pas, de la gestion publique. Et en effet, là, il y a une rupture avec la gestion néolibérale, avec la forme néolibérale de la gestion. Et les structures néolibérales maintenant. Rupture ou pas rupture? Ah, ça, c'est autre chose. Alors là encore, qu'est-ce que c'est les structures néolibérales? Eh bien, par structure néolibérale, on peut entendre tout ce qui détermine la configuration présente du rapport de force entre le capital et le travail, et plus largement du rapport d'emprise du capital sur toute la société. Et en particulier le rapport d'asservissement des politiques publiques aux finalités du capital. Ici, synthétiquement, l'Union européenne. Tout ça est très connu. Et tout ça reste parfaitement hors de portée de NUPS. Mais tout ça, c'est l'essentiel, précisément. Alors bien sûr, il y a dans NUPS des choses qui accommodent l'effet de ces structures. L'abrogation des ordonnances Macron sur le Code du travail, l'abrogation de la loi El Khomri, la réinstallation du barème prud'homal, la réinstallation des CHSCT, le remplumage de l'inspection du travail, etc. Et tout ça est très bien, et on est bien mieux avec que sans. Mais le dur des structures, lui, il reste inentamé. Voilà. Alors, il y a bien des choses dans le programme hein, là-dessus. Alors, c'est là qu'on est dans le monde des rêves. Hein. Je veux dire, mais alors, rêve de quoi? Rêve de rupture avec la mondialisation néolibérale, précisément. Moi, je suis tombé il n'y a pas longtemps sur un tweet de Manon Aubry qui dit « Ah, NUPS, un programme de rupture avec l'UE néolibérale. » Ah, mais je ne sais pas qui est son dealer, à elle, hein, mais... Enfin, si c'est Saint-Maclou ou Mondial Moquette, mais en tout cas, c'est pas du pétard de jeune fille. Hein. Vous voyez, là, c'est...
Et non, alors je suis bien désolé, mais ceci n'arrivera pas. Je veux dire, il faut avoir bien conscience que sous le rapport des données fondamentales du rapport salarial néolibéral, rien ne changera. Bon. Ces deux choses-là, le changement climatique et la catastrophe pandémique, renvoient à une cause commune, ont un agent causal en commun qui est le capitalisme. Bon. De sorte que nous nous trouvons rendus dans une situation où, pour reprendre une formulation, je trouve, lapidaire et ultime, définitive, qui a été donnée par Hervé Kempf, le fondateur du site Reporter, avec le capitalisme, désormais, c'est lui ou nous. Alors vous voyez que c'est un énoncé qui fait tout de suite une ligne de partage des eaux. Puisque ça classe d'un côté les gens qui, comme moi, se reconnaissent dans cet énoncé et pensent que c'est ça l'enjeu qui définit la période présente. Et de l'autre côté, toute une autre partie de la gauche qui ne s'y résout pas et qui continue de penser qu'il est possible de s'en tirer sans trop de casse, si vous voulez, sans tout mettre cul par-dessus tête, par les voies du capitalisme lui-même, convenablement aménagées, régulées, etc., etc. Bon, voilà, c'est ça. La grande ligne de partage stratégique actuelle. Et vous, donc, vous considérez que finalement cette conjonction des deux crises, cette crise organique que vous avez définie et, je dirais, cette crise inédite qu'on pourrait dire quasiment de survie qui se joue au niveau du changement climatique et de ses conséquences, y compris sanitaires, c'est cette conjonction des deux qui font que finalement on ne peut pas imaginer un changement par le capitalisme, parce que, en fait, à la conjonction des deux crises, on a justement la logique du capital ? Absolument. Ce que je crois, c'est que la crise climatique ainsi que la crise pandémique, si on peut les appeler comme ça, puisqu'en réalité nous sommes désormais dans un nouveau régime, un régime de désastre, quoi, un régime de désastre double. Je pense que ce double désastre renvoie à ce qu'il y a de plus fondamental dans la logique du capitalisme, à savoir que l'accumulation est un processus indéfini, un processus sans limite, et même un processus qui recherche les voies de son expansion constante. Et que ce processus-là ne peut pas entrer dans le cadre d'un monde fini. Je veux dire, là, si vous voulez, il y a une contradiction dont la tension interne est telle qu'elle ne peut pas être accommodée sinon par la disparition d'un des deux termes. Voilà. Et je crois que c'est à ça que nous faisons face. Donc je pense que la ligne de gauche qui continue de poursuivre l'idée qu'on va s'en tirer depuis le capitalisme et par ses voies mêmes, commet en ce sens une erreur stratégique profonde, rédhibitoire. Si vous voulez, il faudrait obtenir du capitalisme qu'il consente à réduire la production dans des quantités, dans des proportions qui sont tout à fait considérables, mais le capitalisme fonctionne à la croissance. Je veux dire, la décroissance dans le capitalisme, ça s'appelle la récession et c'est pas beau à voir. Je ne crois pas qu'on puisse constituer une proposition politiquement majoritaire et désirable avec une espèce, si vous voulez, de planification de la consommation des personnes privées. Je pense que c'est impossible. Donc, qu'on augmente considérablement la part de la consommation publique, ça me semble une évidence. Et alors, Dieu sait qu'il y a de la marge en cette matière. Mais il y a une part de la consommation qui doit rester privée parce que les gens décideront eux-mêmes de choses qui leur fera plaisir à acquérir dans une offre qui, faut-il le dire, sera considérablement restreinte, puisque la contrainte qui est posée en premier rang, n'est-ce pas, c'est la contrainte de la soutenabilité environnementale, et ce qui va imposer des réductions de niveau de vie matériel qui seront tout à fait considérables.